Alors, ça ne vous a pas échappé, par les temps qui courent, les armes, conventionnelles ou pas, multiplient et se multiplient sur tous les champs de bataille, qu'ils soient militaires, géostratégiques ou économiques. Et pour le commerce, on en parlait, il y a une arme redoutablement efficace, c'est l'arme juridique, réglementaire, la fameuse compliance. Il y a l'affaire Anthropic, là, qui est d'actualité. Elle peut entraver, empêcher, faire payer, voire même emprisonner. Et oui, entre guerre et paix, la frontière est vite franchie pour le meilleur et pour le prix. Alors chez Dassault, avec votre expertise, cher Emmanuel, c'est vous qui pilotez, qui donnez le feu vert pour toute action commerciale. Car quand on occupe des fonctions haut de main stratégiques comme les vôtres pour Dassault Aviation, forcément, on doit s'attendre à ce que les sujets d'intelligence économique volent en escadrille, voire en rafale. Car comme vous l'avez fort justement expliqué dans votre livre, la compliance comme arme économique, c'est tout sauf un mirage. Emmanuel Dupic, merci de nous rejoindre, Emmanuel. Votre vie professionnelle et personnelle nous rappelle que l'on peut être pris pour cible dans ce feu croisé de missiles en voie de propagation que l'on nomme élégamment extraterritorialité ou encore anticorruption. Comment les États-Unis d'Amérique ont fait de l'utilisation du droit, Florence, vous en parliez, une arme économique. Que fait la France ? Vos réponses, votre retour d'expérience vont forcément nous éclairer. Frédéric Pierucci, merci Frédéric d'être avec nous, on peut vous applaudir. Je vous lis rapidement un article du Point sur Anthropic. Là. Tout commence chez Amazon. L'hébergeur, qui est aussi le premier investisseur d'Anthropic, alerte Washington. Ces chercheurs ont identifié une faille permettant de contourner les garde-fous de Fable 5 pour lui faire générer des scripts de cyberattaques qui peuvent se transformer en menaces contre les hôpitaux, les systèmes ferroviaires et aéroports. Face à ce risque, la Maison-Blanche dégaine une arme juridique qui remonte à la guerre froide, le contrôle des exportations, en vertu de la doctrine de l'exportation réputée. Fournir une technologie critique à un ressortissant étranger sur le sol américain équivaut à l'exporter. Incapable de vérifier en temps réel la nationalité de millions d'utilisateurs à travers le monde, Anthropic se retrouve acculé. Et pour se mettre en conformité et éviter les sanctions, l'entreprise a dû débrancher son modèle pour tout le monde. L'écran noir planétaire est donc un dommage collatéral du droit administratif américain. Histoire intéressante. Emmanuel, merci d'être avec nous. Merci à toi de nous accorder, ainsi que Frédéric, de ton temps. Je voudrais qu'on revienne sur ces sujets de compliance comme arme de guerre sur l'activité économique. Oui, bonjour à tous. Peut-être un petit mot de Dassault Aviation. On connaît le monde militaire, ce sont 1000 avions qu'on soutient dans 8 pays, puisque c'est un contrat commercial qui a connu un succès, qui permet d'avoir la présence de la France quand même en Indo-Pacifique, par exemple, avec l'Inde, avec l'Indonésie, mais également effectivement dans les pays du Moyen-Orient. Et puis ce qu'on connaît un peu moins, donc c'est le monde militaire, ça, c'est l'activité de Dassault Aviation dans le monde du luxe, puisque Dassault Aviation, ce sont 2000 jets d'affaires, et qui font que, vous l'avez compris, il y a à la fois une dimension militaire avec le risque consécutif, mais aussi une activité civile du monde du luxe, avec effectivement, ce qui caractérise le monde du luxe par des sociétés qui sont spécialement montées pour acheter des avions, parfois la difficulté de savoir qui est le véritable bénéficiaire effectif, et qui nous conduit donc à avoir des obligations réglementaires extrêmement strictes, qui sont aujourd'hui, depuis une réglementation européenne de l'année dernière, qui sont du niveau des banques, avec un enregistrement auprès de Tracfin. Donc je voulais quand même cibler les enjeux. Alors aujourd'hui, je vais vous prendre des illustrations pour que ça soit extrêmement complet. Je cite ton guide de la compliance, qui est intéressant. Une petite PME bretonne, l'an passé, qui produit des moteurs de tondeuse à gazon, s'est retrouvée sous enquête américaine, enquête du FBI, parce que, voyez-vous, après avoir fait dans son export une vente en Turquie, ce moteur s'est retrouvé dans un drone qui a frappé l'Ukraine. Illustration de la problématique aujourd'hui de l'export et d'une problématique qu'a pas évoquée Madame la Ministre, puisqu'on ne lui a pas laissé le temps, qui est ces problématiques des biens à double usage. Alors, on peut comprendre un moteur qui est utilisé après dans le cas d'un drone, mais il en est de même pour toutes les technologies, l'IT, où très rapidement vous pouvez basculer dans ce qu'on appelle un bien à double usage et donc être soumis à une réglementation militaire.
Autre illustration, nous réalisons des ventes d'avions d'affaires en Turquie ou dans tous les pays en temps. Ce sont des pays qui sont soumis bien sûr aux normes françaises de l'export, qui ne sont pas des pays sous sanctions, qui sont également soumis aux normes européennes de l'export. Et Dieu sait si le droit européen de l'export contrôle, depuis la guerre en Ukraine, s'est considérablement durci. Encore une fois, ne sont pas soumis à des interdictions. Et puis, vous avez des États-Unis d'Amérique qui, à travers son département du commerce, décident avec qui vous pouvez ou pas réaliser des ventes. Et dans le cadre de ces ventes, qui sont, vous l'avez compris, parfaitement légales en France, parfaitement légales en Europe, nous nous retrouvons systématiquement sous le coup d'enquêtes ou de demandes d'informations très précises sur les clients qui souhaitent réaliser ce type d'achat. Donc c'est vraiment une illustration. Cela vaut pour l'aéronautique, mais vous le comprenez bien, ça peut valoir également pour tout domaine d'activité, quelle que soit la taille de l'entreprise, d'une nouvelle menace aujourd'hui. Frédéric Pierucci présentera le risque anticorruption, mais le risque export est devenu aujourd'hui extrêmement important et nous il pèse quotidiennement sur nos activités. Donc on a mis en place un process dont je parlerai tout à l'heure pour essayer de prévenir ce type de risque. Et on va voir que ça peut entraîner la réussite ou l'échec d'une entreprise et d'une action commerciale. Frédéric, merci d'être avec nous. Guerre économique, on en parle, hein, voilà. Guerre et paix, le débat, pas une lubie, hein, une vraie réalité. Vous l'avez vécu. Tu l'as vécu. Alors, merci beaucoup. Peut-être quelques chiffres. Les entreprises françaises, depuis 10 ans, ont payé 15 milliards de dollars d'amende au Trésor américain pour enfreinte à différentes lois extraterritoriales américaines. Donc anticorruption, export control et tout un tas d'autres lois, aux droits de l'homme, financement du terrorisme, etc., etc. 15 milliards, c'est le dessus de l'iceberg. En dessous, pour se défendre aux États-Unis, les entreprises ont payé à peu près autant en frais juridiques à des cabinets d'avocats. En plus de ça, lorsque vous êtes sous enquête des autorités américaines, pour enfin quelques lois que ce soit, vous devez en gros leur donner tout l'accès à vos données. Donc vous avez en plus tout un flux de données de toutes ces grandes entreprises françaises qui ont été sanctionnées, qui ont dû transférer l'ensemble de leurs données aux autorités américaines, dont les données commerciales, dont les données de R&D, dont tout ce que vous voulez. On parle de Total, Technip, Alcatel, Alstom, Société Générale, BNP, etc. 20% du CAC 40 est quand même passé par les fourches codines de l'extraterritorialité américaine. C'est énorme. Et après, il y a des petites entreprises. Comme le mentionnait Emmanuel, je vais vous mentionner une autre entreprise, petite entreprise du Pas-de-Calais, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires dans la tech, 30 millions de dollars de frais de défense aux États-Unis pour une entreprise qui avait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, plus 13 millions de dollars d'amende, 43 millions de dollars. Évidemment, elle a été vendue à un concurrent allemand, qui un an après se faisait racheter par le concurrent américain qui avait déclenché l'enquête sur cette société française. Donc ce genre de choses, vous le voyez à tous les niveaux. Donc, c'est glaçant, c'est-à-dire qu'il y a une stratégie cachée. Et alors, on en parlait avec Florence Parly, ça ne date pas de Donald Trump, hein. Alors, elle n'est absolument pas cachée. En fait, c'est nous qui ne voulons pas voir. Il suffit de savoir lire l'anglais et de lire les textes anglais. C'est absolument pas caché. C'est une stratégie qui a été mise en place à la fin de la guerre froide. À la fin de la guerre froide, vous avez les services de renseignement américains qui se retrouvent au chômage parce qu'ils ont gagné la guerre politique, mais ils se retrouvent au chômage. Et donc, sous Bush père, mais surtout sous Clinton, ils décident de réorienter les agences de renseignement du renseignement politique vers le renseignement économique. Et c'est ce qu'a révélé l'affaire Snowden. Si vous revoyez l'affaire Snowden, que dit Snowden ? Il dit que les 16 agences de renseignement américaines sont dédiées principalement au renseignement économique. Numéro 1, 60% des ressources sont dédiées au renseignement économique. Le reste, c'est sur l'antiterrorisme et sur la drogue. En France, on parle de 5% à peu près. Donc on est à des années-lumière de ce que font les anglo-saxons. Et que dit Snowden aussi, c'est que ces entreprises, ces services de renseignement américains travaillent avec des entreprises américaines pour collecter l'ensemble des données. Il y avait une centaine d'entreprises, notamment du numérique américaine, qui travaillaient main dans la main avec la NSA pour collecter les données des Européens, des entreprises européennes. Stratégie très structurée par Extrêmement rapport structurée. Par rapport à tout ça, hein.
Je voudrais, Florence Parly, que vous réagissiez par rapport à ça, par rapport à cette extraterritorialité. Trump suit la ligne de ses prédécesseurs, en fait. Hein. Oui, ce qui a été dit est tout à fait juste. Ça date pas d'hier. Simplement, on a beaucoup hésité ou on a voulu se voiler la face, je ne sais pas, face à tout cela. Alors, je vais prendre un exemple très concret, parce qu'on n'est pas sans armes. Je mentionnais tout à l'heure l'arme anti-coercition de l'Union européenne. Bon, on a aussi nos propres législations. Je pense aux règles sur l'investissement étranger en France. Lorsque j'étais au ministère des Armées, nous avons eu un cas d'une entreprise qui était détenue par un fonds, qui était une entreprise française, et le fonds était arrivé en bout de course et donc souhaitait céder sa participation, avait trouvé un acquéreur, qui était un acquéreur américain, qui faisait une très bonne offre, sauf que cette entreprise fabriquait pour les armées françaises des produits qui étaient des produits plus qu'utiles, disons. Donc, le dossier était passé dans les différents ministères, et quand j'ai vu arriver ça sur mon bureau, j'ai dit mais ça, c'est pas possible. Bon. Donc, je suis allée voir mon collègue de Bercy, et je lui ai dit on a une réglementation, ça s'appelle les IEF. Si maintenant on s'en sert jamais, c'est pas la peine d'en avoir, parce que la dissuasion, ça fonctionne que si vous êtes crédible dans le fait que vous avez une arme et que peut-être vous allez l'utiliser. Vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, mais si vous laissez penser à votre interlocuteur que jamais vous ne l'utiliserez, alors c'est pas la peine d'en avoir. Bon. Donc évidemment, au début, on m'a dit ah mais oui, mais l'attractivité de la France, c'est un pays accueillant pour les investissements, etc. Mais regardez quand même ce qu'on risque de laisser partir aux États-Unis. Bon, finalement, on a sorti l'attirail juridique qui convenait. Cette entreprise a trouvé un repreneur en France. Ça n'a pas été simple, mais enfin, on y est arrivé. Bon. Donc ça, c'est un cas, si vous voulez, qui est typique du fait que quand on est face à des pratiques de cette nature, il faut quand même réagir, et parfois, on a des outils, pas toujours, mais parfois on en a pour le faire. Et pour vous donner un autre exemple de ce que c'est que le contrôle des exportations dans le domaine de l'armement, et c'est pas mon voisin de gauche qui va me dire le contraire. Bon, on a un avion de chasse qui est un extraordinaire avion de chasse, et en réalité, il n'a pas beaucoup de rivales dans le monde. Bon. Mais qu'est-ce qui fait la capacité d'un avion de combat ? C'est la combinaison entre l'avion et puis la munition qu'il porte. Bon. Et c'est ce tandem qui crée la capacité militaire. Et la valeur. Et donc la valeur. Donc en général, quand un client se manifeste auprès de Dassault, auprès de l'État français, avec l'idée que peut-être ce serait bien d'acheter des Rafales, il a réfléchi aussi au type de munitions dont il veut équiper ce Rafale. Et donc, au moment où vous êtes engagé dans une négociation, en fait, vous vous rendez compte que, ah non, ça va bloquer. C'est une expérience vécue, parce que sur la munition, il y a, je ne sais pas quoi, une puce, une vis, peu importe, qui est américaine. Bon. C'était un petit peu plus que ça, mais enfin, c'était pas grand-chose. Bon, donc pendant ce temps-là, vous ne pouvez pas... ça bloque tout, en fait. Ça bloque tout. Tant que vous n'avez pas l'autorisation, ça bloque tout. Puis alors, ils ont un art consommé pour vous balader du ministère du Commerce au Pentagone. Enfin bon, bref, vous tapez jamais à la bonne porte, et puis votre dossier est jamais sur le haut de la pile. Et pendant ce temps-là, les industriels américains, eux, ils sont à la manœuvre, ils vont voir le client, ils expliquent que mais non, ils ont un truc beaucoup mieux à vendre, et voilà. Donc il suffit d'empêcher d'un côté pour pouvoir faire de l'autre. Voilà. Donc qu'est-ce que ça dit ? Ça dit que c'est très embêtant d'être dépendant dans un certain nombre de domaines. Donc, au cas particulier, le fournisseur de la munition a fait ce qu'il fallait pour substituer
ce composant par un composant qu'il a développé lui-même, mais c'est pas toujours possible. C'est pas toujours possible parce que c'est long, parce que c'est souvent très capitalistique, ça peut représenter des centaines de millions d'euros d'investissement, et que pendant ce temps-là, votre client est pressé, et que donc il va peut-être choisir la concurrence. Il va peut-être choisir et les Américains. C'est la législation ITAR, hein, Florence Parly. Donc c'est la législation ITAR, c'est pas du tout récent. Là, il faut remonter aux années 70, je crois, pour en trouver l'origine. Et c'est une législation qui est terriblement bloquante, puisqu'encore une fois, il suffit d'un petit bidule dans quelque chose qui est 99,9% européen pour que ce petit bidule à soi seul bloque la capacité d'exportation. Et ça ne s'arrête pas là, parce que au cas où vous auriez réussi à obtenir la licence d'exportation, il y a des conditions. Il y a des conditions sur l'utilisation de l'arme. Bon. Alors, le cas typique, et là je quitte le terrain du contrôle des exportations, c'est quand même celui des pays européens qui ont fait ce choix bizarre d'acheter des F-35. Bon. Ils ont acheté des F-35, mais aujourd'hui, par exemple, le Danemark a acheté des F-35. Alors, c'est pas de chance parce que, justement, le président Trump a quelques visées sur le Groenland. Et si le Danemark devait engager ses forces propres pour protéger le Groenland, alors là, je ne sais pas ce que les F-35 seraient capables de faire. Ça poserait problème. Voilà. Frédéric, par rapport à ce que dit peut-être déjà Emmanuel, par rapport à ce que dit Florence Parly sur la pièce qui peut tout changer, hein, qui fait que tout va tomber à l'eau, Dassault a construit tout un système et toi tu diriges tout un service par rapport à ces sujets-là pour se prémunir et pour répondre justement à ces menaces commerciales. Alors effectivement, sur le Rafale, c'est une solution de souveraineté qui a été mise en œuvre dans toute la supply chain. Le Rafale, c'est à peu près 150 entreprises qui participent, françaises. Effectivement, le choix a été fait pour ne pas dépendre des Américains de développer uniquement de la technologie française, et donc c'est 100% français, soumis au régulateur qui est la Direction Générale de l'Armement. Donc c'est vrai qu'on a cette chance qui fait que, comme le disait Madame la Ministre, une des grandes forces et un des grands regrets finalement dans une Europe de la défense, c'est que d'autres alliés européens fassent ce choix américain qui, comme cela a été rappelé, leur impose d'avoir l'autorisation du gouvernement américain pour faire usage de ces armes, ce qui n'est pas le cas évidemment quand nous on déploie le Rafale qui est vendu aux Émirats Arabes Unis ou à l'Inde, ou on l'a bien vu en Inde, puisque il y a eu la plus grande bataille aérienne depuis la Seconde Guerre mondiale en début d'année contre le Pakistan, et donc on a bien vu effectivement la souveraineté indienne de pouvoir utiliser le Rafale sans nous demander bien sûr l'autorisation aux Américains. Pour les chaînes civiles, donc je vais parler d'autres industries qui ne sont pas uniquement militaires. Là, effectivement, c'est plus compliqué. En ce qui nous concerne, le jet d'affaires, en fait, nous, il est terminé, on appelle ça la complétion, il est terminé aux États-Unis. Alors, c'est l'histoire de Dassault Aviation, alors c'est peu connu, mais sorti de l'écran de la mort, Marcel Dassault s'est associé avec Lindbergh pour créer la Pan Am aux États-Unis. Et donc, historiquement, nous avons notre usine dans l'Arkansas, pays Clinton, où nous terminons, j'allais dire, le jet d'affaires en faisant la garniture à l'intérieur des cabines. Et en faisant cette opération, nous nous mettons complètement soumis à sous les lois américaines, puisque là, on dépasse le boulon, on a toute une nature d'équipement. Ce qui fait que c'est une particularité de Dassault Aviation, c'est les entreprises duales, celles qui font du militaire et du civil, qui fait que on a finalement un risque très fort. Moi, la grande partie de mon activité, c'est moins le militaire qui est extrêmement bordé que cette activité civile, et en plus dans le monde du luxe. Tu as parlé de luxe, hein, et donc qui nous met en danger. Luxe dit opacité aussi. Hein. Alors voilà, donc qui nous met en danger. Alors comment on remédie cela ? On remédie cela comme les banques, en ayant maintenant des dispositifs compliance extrêmement complexes, définis par la loi Sapin 2 du 6 décembre 2016, à savoir des cartographies des risques, des procédures pour décider si on entre ou pas en relation. En anglais, on appelle ça les due diligence. C'est-à-dire qu'on va évaluer notre client
on va évaluer notre fournisseur, on va évaluer éventuellement notre intermédiaire, notre consultant, à travers des règles et tu donnes extrêmement après, précises. et tu vas nous le dire, un go ou un no-go. Et à l'issue, effectivement, on documente tout cela, et à l'issue, on décide ou pas d'y aller. Et on va Donc voir ça comment... veut dire parfois dire non. Donc parfois dire non. On va voir justement comment ça se passe. Donc c'est difficile quand vous dites non à des vendeurs sur un avion qui vaut plusieurs millions d'euros. Oui, voilà, ça engage la rentabilité de l'entreprise et son économie. Frédéric, on voit, hein, c'est ce qu'on disait, c'est ce qu'on dit jusqu'à présent, c'est un moyen de faire la guerre autrement, en fait. On parlait de toutes les entreprises que tu as évoquées tout à l'heure. Je voudrais qu'on parle d'Alstom et de ce que tu as vécu, toi. On regarde dans le rétroviseur. Bon, l'affaire Alstom, elle commence en 2012, où Alstom est numéro 3 mondial sur la production d'électricité. Donc on construit tout type de centrales électriques. Nous sommes premiers sur le nucléaire, premiers sur l'hydraulique, etc. Et tu es le patron commercial. Et je suis le patron commercial, je suis le patron d'une grosse division d'Alstom. Et à l'époque, on veut s'associer avec des Chinois pour devenir numéro 1 mondial de vente General Electric. Et lors d'un voyage aux États-Unis, je suis arrêté aux États-Unis et je suis accusé d'avoir enfreint la loi anti-corruption. Tu descends de l'avion. Voilà. Et donc je suis arrêté, je suis emprisonné, je suis mis en prison de haute sécurité. Alors je peux pas faire toute l'histoire, mais en gros, ils me libèrent la semaine où le gouvernement français accepte de vendre Alstom à General Electric. Donc c'est devenu le cas emblématique. Combien de temps tu es resté en prison ? En tout 2 ans. Donc, c'est le cas emblématique de l'utilisation du droit comme arme de guerre économique. Ça se passe sous Obama. Là, on n'est pas sous Trump. Hein. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est vraiment l'administration démocrate sous Obama qui a instrumentalisé le droit comme arme de guerre économique. À partir de 2006-2007, on voit l'ensemble des entreprises françaises et européennes qui passent par les fourches codines du droit américain. Donc, l'affaire Airbus, 3 milliards d'amendes. BNP, 8 milliards d'amendes, Total, 400 millions, etc., etc. Tout ça, c'est commencé sous Obama. Donc en fait, Trump ne fait que continuer une politique qui est très connue. Il n'y a pas une feuille à cigarette à passer entre ce que font les démocrates et les républicains là-dessus. C'est juste une question de présentation. Trump, il dit tout haut ce que les autres faisaient absolument tout bas. Donc, suite à ça, suite à l'affaire Alstom, on a quand même perdu le contrôle de la maintenance de nos centrales nucléaires françaises. Je vous rappelle, c'est peut-être pas très connu, mais que juste après le rachat d'Alstom, General Electric a menacé EDF d'arrêter de fournir des pièces de rechange pour le parc nucléaire français. Non seulement ils l'ont menacé, mais ils l'ont fait. On doit le fait qu'on n'ait pas eu un blackout en France en 2015 à quelques anciens d'Alstom qui ont réussi à vendre des pièces sous le manteau, entre guillemets, à EDF pour continuer le parc nucléaire français. Monsieur Lévy l'a dit tout bas dans une commission d'enquête parlementaire, mais il l'a dit quand même. Donc, bien évidemment, personne n'est au courant de ça parce que ça aurait semé la panique en France si on vous avait dit qu'il y avait un blackout parce qu'on n'a pas de pièces de rechange fournies par les Américains. Frédéric, par rapport à tout ça, tu as créé un cabinet qui s'appelle Icarian. Oui. Tu accompagnes les entreprises par rapport à ces sujets-là, ces sujets d'extraterritorialité, l'anticorruption. Comment est-ce qu'on peut être moins naïf et j'allais dire passer à l'offensive et être un peu décomplexé ? Déjà, moi, en rentrant de cet épisode-là, j'avais écrit plus de 2000 pages d'analyse sur la loi anticorruption américaine. Je suis allé voir le bâtonnier. On a beaucoup fait de lobbying pour créer la loi Sapin 2. La loi Sapin 2 est une loi défensive qui permet de protéger les entreprises françaises de cette extraterritorialité. Et elle protège comment ? C'est ce que disait Emmanuel. On impose aux entreprises, au-dessus d'un certain seuil, de mettre en place des procédures de compliance anticorruption, donc les vérifications d'intégrité des tiers, cartographie des risques, etc. Et en plus, on donne la possibilité aux entreprises françaises d'aller faire leur mea culpa auprès du parquet national financier pour des faits de corruption passés. Donc, quand on passe à confesse, on a une amende, mais au moins l'amende est payée au Trésor français et les données restent en France. Voilà. Alors, pourquoi les Américains sont capables d'appliquer leur loi de manière extraterritoriale ? Parce qu'ils ont décidé de manière unilatérale que à partir du moment où il y a un lien de rattachement minime avec le territoire américain, vous êtes sous loi américaine. Et ce lien de rattachement, ils le font de 2 manières. Première manière, l'utilisation du dollar et du système financier américain. Vous faites un contrat entre la France et l'Algérie en dollars, vous êtes sous loi américaine. Et le deuxième sujet, c'est le numérique. À partir du moment où vous utilisez des outils numériques américains, vous êtes sous loi américaine. Vous faites un Teams entre la France et l'Algérie pour négocier votre contrat est sous loi américaine.
Et donc, grâce à ça, ils mettent l'ensemble du monde sous loi américaine. C'est pour ça que vous voyez des pays, notamment des BRICS, dégafamisés, dédollarisés. C'est pour ça que vous avez eu la fin du pétrodollar avec l'Arabie Saoudite qui commence à vendre son pétrole en renminbi ou en roupie. Vous avez des pays comme le Maroc qui ont une vraie politique de dégafamisation de l'entreprise publique. On s'est parlé avec Private Discuss. Voilà, nous on n'utilise que des outils français. Et c'est très très grave parce qu'en France, on n'a pas encore saisi ce sujet-là. Je vais vous donner, Madame Parly, un exemple, désolé, qui vous concerne. Air France a choisi en décembre. Ah oui, pour le Wi-Fi, c'est ça, Frédéric ? Pour le Wi-Fi sur ses satellites, Starlink au lieu d'Eutelsat, qui est comme une entreprise française. Donc maintenant, quand vous êtes dans le Wi-Fi dans les avions Air France, moi je ne vous conseille pas de l'utiliser. Je suis désolé, mais je ne vous conseille pas de l'utiliser. Vous êtes complètement dans les mains des autorités américaines. Vous faites la BPI a mis toutes les données financières des entreprises qui ont bénéficié des prêts garantis par l'État sur Amazon Web Services. Donc on a tout donné aux Américains. Toutes vos données de santé dans le Health Data Hub, vous ne connaissez peut-être pas, mais toutes vos données de santé sont centralisées dans un Health Data Hub français. On n'a rien trouvé de mieux que de mettre ça sous des serveurs Microsoft. Donc, vous voyez, il y a une à un moment, quelque part. Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion. Voilà. Il faut qu'il y ait un pilote dans l'avion sur ces sujets-là, au moins que les entreprises publiques ou semi-publiques montrent l'exemple. Alors, il y a de très bons exemples. Vous avez la DGFIP, s'il y a bien un truc qui marche en France, c'est la collecte des impôts. Et ben, ils ont réussi à s'affranchir de Microsoft, ils sont tout passés sur Linux, etc. Donc il y a de très très bons exemples dans le public, mais il faut vraiment qu'on ait un choc pour montrer qu'on peut faire tout ça avec des entreprises françaises. Voilà, entreprises françaises, Florence Parly, je me tourne vers vous, entreprises européennes aussi versus les entreprises américaines. Revenons sur le militaire, ce complexe militaro-industriel qui existe depuis des années aux États-Unis. Hein. Et par rapport à ça, ce que nous on fait, les nouveaux acteurs qui arrivent, les SpaceX, quel est votre décryptage ? Là, c'est la ministre des Armées. Je vais rebondir immédiatement sur le point précédent. C'est-à-dire Starlink, c'est un très bon exemple. De quoi parle-t-on ? On parle du spatial. Bon, donc, les Européens, nous avons été plutôt bons, voire très bons, dans le domaine spatial pendant des années. Mais nous avons raté un certain nombre de virages. Nous avons d'abord raté le virage du lanceur réutilisable, qui fait le succès aujourd'hui de SpaceX. Il y avait Hermès, je crois, il me semble. Alors, Hermès, c'était un véhicule d'exploration qui n'était pas un lanceur. Hein. C'était tout à fait autre chose. On est dans la science. Et puis, du côté des satellites, nous avons des industriels du satellite qui sont extrêmement performants, qui font des magnifiques satellites géostationnaires, qui correspondaient à des besoins qui étaient ceux de la fin du XXe siècle. Et de plus en plus, avec le développement de l'Internet terrestre ou par câble sous-marin, évidemment, le besoin de liaison satellite par géostationnaire est beaucoup moins important pour faire fonctionner Internet. Et les problèmes de latence liés aux 36 000 km qui séparent un satellite géostationnaire de la Terre se posent dans des conditions de plus aiguës. Donc Starlink est apparu avec un système complètement novateur intégré pour faire des constellations en orbite basse. Nos industriels n'y croient pas, continuent de ne pas y croire. Et donc Eutelsat est la seule entreprise en Europe à ce stade à disposer d'une constellation en orbite basse, mais qui est loin d'avoir les capacités techniques et les capacités en termes de bande passante qui sont celles des Américains. Donc en gros, aujourd'hui, le satellite que nous vend l'industriel, qui nous l'a vendu en 2018, nous le vend 4 fois plus cher pour une capacité qui est 10 fois moindre. Ça, c'était pour la génération de 2018. Mais entre-temps, Starlink a lancé 2 autres générations. Donc, je pense que Eutelsat a sans doute à balayer devant sa porte, et c'est ce que fait l'équipe commerciale actuelle. Et objectivement, du point de vue du client, personne ne regrette, à part vous, le fait que Starlink soit à bord des avions long courrier d'Air France. Donc,
Je prends cet exemple parce il dit une chose, c'est que cultiver sa souveraineté, réduire ses dépendances, c'est évidemment un objectif qu'il faut poursuivre. Mais on ne pourra pas gagner sur toutes les dépendances. On ne peut pas devenir indépendant, premier point. Donc il faut choisir les dépendances plutôt que de les subir. Mais quand un État, un pays, un gouvernement décide de s'affranchir, ou en tout cas pense qu'il est souhaitable de s'affranchir d'un certain nombre de dépendances, encore faut-il que derrière, il y ait un modèle économique des industriels qui acceptent de se lancer dans cette affaire. Au risque d'être sévère, aujourd'hui, il n'y a pas d'industriel en France qui ait décidé de se lancer dans ce défi. Alors, s'il y a des industriels européens qui s'y lancent, tant mieux, mais on ne pourra pas dire que la France aura vraiment combattu pour faire valoir sa prééminence technologique. C'est un choix, mais c'est un choix d'entreprise. Et ça ramène à une considération très importante qui est celle du temps. Le temps, l'horizon temporel. Ces entreprises du monde de la défense sont des entreprises qui, pour l'essentiel, sont des grands groupes cotés, qui sont issus, qui ont de longues histoires. On est sur du temps long. Hein. On est sur du temps long. Si vous voulez, le Concorde, il s'est pas fait. C'est pas Airbus qui a fait le Concorde. Airbus a hérité des technologies à travers Sud Aviation, aérospatiale, qui ont été développées à ce moment-là. À ce moment-là, on faisait des projets pour le temps long. Aujourd'hui, c'est une entreprise qui est cotée. On ne peut pas lui reprocher de faire aussi des choix qui sont conformes, comment dire, aux demandes de ses actionnaires. Au quarters, comme on dit. Hein. Donc mais les actionnaires raisonnent court terme. Donc il va falloir nous trouver un moyen de réconcilier ces horizons de temps longs avec des horizons de temps trop courts qui sont ceux de beaucoup d'entreprises, et on peut aller au-delà du champ militaire, évidemment, qui n'a pas en tête des exemples d'entreprises qui ont préféré distribuer du dividende plutôt que de faire des investissements qui étaient des investissements d'avenir. Voilà, le temps court, le temps long, voilà les choses qui sont dites. Emmanuel, on revient sur tout ce que vous avez mis en place dans tes services, et on a coutume de t'appeler un risk manager. Hein. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Oui, alors sur ce métier, c'est un métier finalement en dehors du monde de la banque. Le métier de la conformité et la compliance, c'est assez récent. C'est véritablement les condamnations, puis la création de la loi Sapin 2 en 2016, qui a donné naissance à ce nouveau métier. On les appelle juristes conformité, compliance officer dans les entreprises françaises. Hein, ça existe depuis très longtemps aux États-Unis. Les États-Unis sont les inventeurs du monde de la compliance, avec en 1977 le fameux code anticorruption américain. Donc aujourd'hui, alors moi c'est un métier que j'ai rejoint tardivement, hein, je tiens à le dire. J'ai rejoint en 2021. Auparavant, j'étais, comme Maurice, j'étais dans un domaine différent, puisque j'étais procureur de la République pendant 17 ans. Et ce que je perçois dans ce monde, c'est désormais un monde qui est entre le droit et l'audit, et qui prend une place de plus en plus importante au sein de l'entreprise, qui s'est autonomisée de la direction juridique. Et désormais, les grands groupes ont créé des directions compliance, qui embrasse des normes anti-corruption, anti-blanchiment, l'export-contrôle, tout le risque pénal. Alors évidemment, pour imaginer, pour l'association, je suis le directeur juridique sur la matière pénale. J'ai également la RGPD, l'IA, puisqu'il y a une réglementation à mettre en œuvre en l'IA. Donc il y a une vraie cohérence, puisque finalement, on utilise toujours les mêmes outils dont on a déjà évoqué aujourd'hui, les cartographies, l'évaluation des tiers. Tu étais dans la géopolitique à fond, là. Hein. Et effectivement, il y a une dimension aujourd'hui de ce métier qui tend, alors certains commencent à le définir comme un geopolitical risk officer, mais aujourd'hui dans les entreprises, il y a une nécessité effectivement à appréhender la matière géopolitique. Alors on peut la rattacher aux affaires publiques, hein, mais en tout cas cette fonction est extrêmement importante. Et moi, mon domaine d'activité, il est complètement impacté par, bien sûr, la dimension géopolitique. Je voudrais juste faire une autre illustration sur cette structure de compétitivité entre les entreprises. On a assez peu parlé des fournisseurs. On a un grand contexte en Europe qu'on a mis en œuvre pour de bonnes raisons, qui est le devoir de vigilance. Le fait que lorsqu'on a une chaîne d'achat, elle doit être propre en termes de décarbonation, respecter les droits sociaux, les droits humains et une bonne gouvernance. Nous, on est présent en Inde, on produit désormais du Falcon et bientôt du Rafale en Inde, évidemment. Et là, on est confronté à une thématique extrêmement importante, c'est comment prendre en compte, là-bas, le risque de travail des enfants.
le travail des enfants. Le travail des enfants, là-bas, il est légal à 13 ans. Il est légal à 13 ans. Il est interdit de 13 à 16 pour les métiers à risque, les métiers les plus dangereux. Et puis, à partir de 16 ans, c'est le droit commun du droit du travail. Et là, vous avez 3 mondes qui s'affrontent. Vous avez déjà le monde où on applique la loi locale. Vous avez le monde chinois qui n'a pas ces considérations-là. Donc, nos compétiteurs chinois n'appliquent pas ces règles. Et puis, vous avez également le monde américain. Le monde américain qui connaît d'argumentation sur le travail forcé, les Ouïghours, mais absolument pas. Et donc, vous retrouvez entreprises européennes seules à devoir mettre en œuvre des normes, que ce soit la décarbonation ou le droit social, qui n'est pas conforme à ce qui se passe dans le pays. Et donc, on apparaît comme une espèce de colonisateur, donneur de leçons. Et là, on m'a rétorqué, parce que je rencontre les parties prenantes là-bas, qu'il y a 100 ans, en France, vous-même, en début de la révolution industrielle, vous faisiez travailler les enfants dans les mines. C'est comme l'utilisation du charbon. Dans les mines. Et laissez-nous du temps pour opérer ces changements. Alors, comment tu fais, justement ? Donc il y a cette réalité-là. Alors bien entendu, on respecte la loi, le devoir de vigilance français. Alors, c'est peut-être un peu facile comme réponse, mais j'ai la chance, dans le domaine aérospace, c'est un domaine où vous avez besoin d'un petit peu de compétences, de technicité, et donc vous n'êtes pas confronté aux mêmes problématiques qu'une entreprise textile. Je pense à tous mes collègues du luxe, où là, effectivement, vous pouvez, à Delhi, trouver des petits ateliers clandestins avec des enfants de 13 ans, de 12 ans, qui vont travailler parce qu'il n'y a pas ce besoin de compétences. Donc ça, c'est une réalité aujourd'hui. Il y a également un choc de culture. On parle de choc de droit, guerre et paix, mais il y a également un choc culturel aujourd'hui sur des standards européens qui ne s'appliquent pas. Alors, on comprend l'importance en termes de valeurs éthiques que nous partageons, mais qui ne s'appliquent pas dans certaines zones du monde. Comment est-ce que tu fais aussi, tu parlais de luxe, qui dit luxe, dit aussi paradis fiscaux, dit aussi opacité, dit aussi origine des fonds. Donc comment est-ce qu'on arrive à cartographier et à se prémunir, en fait ? Parce que c'est l'image de l'entreprise, après, qui en des... Alors c'est vrai que ça peut devenir difficile, quand on est dans le monde du luxe, de vendre un bien de luxe. Parce que si vous voulez acheter un avion, je vais vous demander d'où vient l'origine des fonds. On peut considérer que c'est quand même un acte qui est quand même pas pro-business, qui va quand même irriter celui qui souhaite acheter un bien de plusieurs millions d'euros. Et pourtant, on est contraint. On est contraint du fait de ces réglementations anti-blanchiment. Donc c'est devenu encore une fois quelque chose de difficile. Et nos clients nous disent, vous nous imposez un niveau de normes qui n'est pas celui de vos compétiteurs. Qui sont nos compétiteurs ? On va aller très court. Les Américains. Nous sommes les 3e. Devant nous, il y a Bombardier, canadien, et Gulfstream, américain, qui n'ont pas les mêmes obligations que nous. Donc la prouesse technique, mais dans le domaine d'activité comme dans d'autres, entreprises françaises européennes, effectivement, c'est d'assurer le business en conformité avec nos cadres réglementaires. Il faut quand même se poser la question de nos cadres réglementaires, de la profondeur des normes que nous mettons en œuvre par rapport à ce champ mondial hautement compétitif. Oui, parce que ça fait des irritants et ils vont peut-être aller voir les Canadiens ou les Américains plutôt que les Français. Frédéric, comment est-ce qu'on s'arme justement par rapport à tout ça ? La France est, on en parlait tout à l'heure, toujours un peu timide. Je vais revenir peut-être sur plusieurs sujets. Déjà, vous avez le gros problème de la souveraineté numérique, qui est, à mon avis, le problème numéro 1. C'est parce que c'est le talon d'Achille de toutes nos entreprises françaises. Si vous regardez les entreprises américaines, que ce soit SpaceX, Starlink, toutes ces entreprises-là, elles ont eu des commandes de l'État américain. Elles ne sont pas nées dans un garage, c'est comme Google n'est pas né dans un garage. Elles sont nées de contrats avec le Department of Defense, la plupart du temps, et les lois extraterritoriales américaines sont venues d'ailleurs des militaires, à la base. C'est une autre façon de faire la guerre. Donc quand il y a une volonté politique, ça commence par la volonté politique, derrière ça découle, il y a les commandes publiques qui sont passées à ces entreprises-là, qui leur permettent de prendre un avantage concurrentiel, et vous avez tout à fait raison, Madame Parly, il y a eu un avantage concurrentiel de toutes ces entreprises-là. Le problème maintenant, c'est qu'on a un retard, que ce soit sur le numérique par rapport à Microsoft, que ce soit sur le spatial, Telsat versus Starlink, etc. Mais s'il n'y a pas une volonté politique de dire on va rattraper ce retard, pas passer des commandes publiques à nos propres entreprises pour rattraper ce retard, tout euro dépensé via les entreprises américaines ne fait qu'agrandir le gap technologique entre nos entreprises et les leurs. En plus de ça, quand on passe ces contrats avec sociétés américaines, vous vous mettez sous droit américain.
Je vais vous quand même donner un exemple. On pense que les Américains ne peuvent pas couper Internet ou ne peuvent pas couper les services numériques aux entreprises. On l'a vu avec Anthropic, mais on l'a vu aussi avec un juge français de la Cour pénale internationale qui, parce qu'il avait pris des décisions contre les intérêts américains, s'est vu mettre sur les listes d'export control américains, donc des listes OFAC, Office of Foreign Asset Control, et donc on lui a interdit tout service américain. Donc c'est un juge français qui n'a plus accès à ses comptes bancaires, enfin à ses cartes bleues Visa ou Mastercard, qui n'a plus accès à Microsoft, etc., etc. Demain, je repense pas ici, Starlink a menacé plusieurs fois d'arrêter de fournir un service. Donc peut-être que demain, on ne sait pas, si on a un conflit avec les États-Unis, peut-être que vous n'aurez plus de Wi-Fi dans vos avions, parce qu'il y aura une décision américaine qui aura dit désolé, Starlink, pour des raisons X ou Y, parce qu'on a pris une décision contre les intérêts américains, on vous coupe l'accès. On peut même aller beaucoup plus loin. Pourquoi pas un jour le gouvernement qui dit Microsoft, on vous interdit de fournir des services à telle ou telle entreprise. C'est ça l'extraterritoriale américaine. Donc on n'a pas d'autre choix, je pense, en Europe et en France, d'aller dans une vraie politique de souveraineté qui doit être coordonnée au plus haut niveau de l'État, en commençant par des entreprises publiques, par les services publics. C'est comme ça que ça s'est passé en Chine, c'est comme ça que ça s'est passé aux États-Unis, c'est comme ça que ça se passe dans beaucoup de pays. Il y a une vraie volonté politique de dire on va sécuriser nos entreprises. Donc ça, c'est extrêmement important à mettre en œuvre, et on n'a pas trop de temps pour mettre ça en œuvre. Parce que, évidemment, ce sont les Américains qui ont tiré les premiers, les Anglais ont réagi, ont fait leur propre loi extraterritoriale. Les Chinois, évidemment, ont fait leur propre loi aussi, qu'ils n'appliquent pour l'instant pas de manière extraterritoriale parce qu'eux veulent continuer à faire le commerce international, mais un jour, ils pourront très bien le faire. Donc on va se retrouver dans un monde où il n'y a plus de sécurité juridique, parce qu'en fait, toutes ces lois deviennent contradictoires, et un chef d'entreprise va devoir enfreindre une loi pour pouvoir respecter les autres. Prenez sur les données, par exemple, vous ne pouvez pas être conforme au RGPD européen, aux lois américaines, notamment le Cloud Act, et aux lois chinoises qui s'appellent la PIPL. Donc, forcément, en tant que chef d'entreprise, si vous êtes à l'international, vous allez enfreindre une loi quelque part. Et donc, c'est de plus en plus risqué pour les dirigeants des entreprises. Je vous mentionne quand même l'affaire Huawei. On avait quand même la CFO de Huawei arrêtée au Canada pour des problèmes d'export contrôle en Iran. Au bout du compte, tout le monde savait que derrière tout ça, c'était la guerre sur la 5G, parce que les Américains ne voulaient pas que Huawei soit dominant sur la 5G. Mais je ne sais pas si vous avez vu, il y a 2 mois, en France, on a arrêté un Chinois à la demande des autorités américaines sur une histoire de cartel sur la fabrication des containers. Donc là, on va demander, les autorités américaines demandent à ce que la France extrade ce Chinois aux États-Unis. La dernière fois qu'un pays a fait ça, donc c'était quand le Canada avait arrêté la numéro 2 de Huawei, qu'avaient fait les Canadiens les Chinois pour empêcher l'extradition de cette Chinoise au Canada vers les États-Unis. Et ils ont arrêté 2 Canadiens en Chine, et après on discute. 3 ans après, on a mis les 2 Canadiens dans un avion Pékin-Toronto, et la Chinoise dans un avion Toronto-Shenzhen. Oui, ce que disait Florence Parly tout à l'heure, c'est-à-dire si on ne montre pas les muscles, c'est même pas la Oui, peine, mais là, vous avez un cas en France, comment faire, là on est encore une fois pris entre le marteau et l'enclume. Qu'allons-nous faire? Allons-nous extrader ce Chinois vers les États-Unis? On est dans une guerre totale actuellement, et donc il va falloir qu'on prenne les vraies mesures. Et la loi Sapin 2, c'est du défensif, mais il va falloir aller beaucoup plus loin que ça. D'ailleurs, il y a le rapport de la DGA là, qui a commencé à auquel vous avez contribué. Hein. Voilà, la DGA a lancé une réflexion sur l'intelligence économique. Moi, j'étais président de la commission d'intelligence économique offensive, où on a fait des préconisations pour comment arrêter de faire du défensif et commencer à faire de l'offensif. Ce qui est intéressant de voir, c'est que évidemment, les usual suspects, les Anglais, les Américains sont très très bons, mais ceux qui deviennent très très bons en intelligence économique offensive, c'est-à-dire coordonner les services de l'État aux services des entreprises privées, ce sont les Italiens, ce sont les Allemands, ce sont nos voisins,
très très proches qui passent dans une dimension très très offensive. Ouais, et nous dans tout ça. Florence Parly, on parle des États. Vous parliez tout à l'heure de Concorde. Il y avait une vraie coopération entre les États. Quid de la suite? Parce que là, on a l'impression que chacun tire de son côté et le couple franco-allemand, l'avion qui est tombé à l'eau, hein, c'est le cas de le dire. Si vous m'aviez posé la question il y a un mois, je vous aurais dit tout ça est extrêmement inquiétant pour la capacité de l'Europe à aller de l'avant. Aujourd'hui, j'ai envie de me raccrocher à un petit espoir que représente KNDS et son introduction en bourse, mais je ne sais pas si c'est un espoir, véritable, auquel il faut s'accrocher ou pas. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on a quand même réussi dans le passé des coopérations industrielles extrêmement positives. Je quitte le domaine du spatial parce qu'il est un peu triste, hein, mais prenons celui de l'aviation. On a su faire en franco-allemand des formidables avions de transport. Ils s'appelaient les Transal. Ils ont servi pendant 60 ans quasiment. Et on a tous été très tristes de les voir partir. Bon. Donc ça a fonctionné. Ça a été un grand succès commercial et ils ont équipé les armées françaises et les armées allemandes. Donc je ne veux pas disserter sur le SCAF parce que c'est sujet très complexe et que je ne voudrais pas fâcher mon voisin ni fâcher ceux qui ne sont pas là mais qui étaient les partenaires de discussion. Je pense quand même que quand on coopère sur un plan industriel, c'est plus simple de coopérer sur initiative des industriels eux-mêmes que lorsque c'est une demande qui est formulée par les gouvernements. Alors, pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'en général, quand les industriels décident de se mettre ensemble pour mener un projet ensemble, c'est qu'ils ont bien vu quel était leur intérêt propre à coopérer. Quand ce sont des États qui le demandent, alors évidemment, il y a toutes sortes de compensations, c'est-à-dire qu'en général, c'est de la commande publique, on dérisque la R&D, etc., etc. Mais si au départ, il n'y a pas une compréhension intime de l'intérêt bien compris de chacun à se mettre ensemble, c'est plus dur. Et au cas particulier, et encore une fois, je ne veux pas prendre parti, je pense que quand on met ensemble deux entreprises qui n'ont pas le même passé dans une technologie donnée, qui n'ont donc pas accumulé la même propriété intellectuelle dans une technologie donnée, qu'on leur dit, en fait, vous avez travaillé ensemble, et qu'évidemment, celui qui est moins avancé, il a quand même envie de mettre un peu la main sur tout cet investissement qui a été réalisé pendant des décennies, c'est compliqué. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a des tas d'autres raisons qui expliquent quand la France et l'Allemagne, c'est compliqué, on n'est pas du tout organisé pareil, il n'y a pas de DGA en Allemagne, il y a plein de sujets qui font que le dialogue est compliqué. Et si vous me permettez une note personnelle, je pense aussi que les individus, ça compte. Et lorsque ce projet il a été lancé par le président de la République et la chancelière Merkel. Pour l'avoir expérimenté dans des phases très préliminaires du projet, puisque j'étais là à ce moment-là, je peux vous dire que déjà ça bloquait, mais que chaque fois que ça bloquait, la chancelière et le président de la République venaient nous voir, nous faisaient nous expliquer sur les raisons du blocage, et ils nous disaient, si dans une heure vous n'êtes pas mis d'accord, vous venez nous voir. On passait les obstacles. Alors, c'était des petits obstacles encore à l'époque, à l'échelle des murs qu'il faudrait passer en ce moment. Mais je pense aussi que c'est une espèce d'alchimie où tout compte, y compris la capacité des dirigeants à vouloir monter sur la marche du dessus pour que le projet avance. Alors, je ne suis pas du tout en train de critiquer ceux qui sont en ce moment en fonction. Je témoigne simplement du fait que dans une phase qui était beaucoup plus préliminaire et donc beaucoup plus simple du projet, eh bien, il y avait déjà des problèmes, mais que ces problèmes étaient quand même en partie tirés dans la bonne direction. On les résolvait par ceux qui voulaient absolument que ce projet avance. Bon. Depuis, de l'eau a coulé sous les ponts et pas forcément dans la bonne direction. 3 points de suspension. Emmanuel, mot de conclusion. Sujet sur lequel je ne vais pas m'apesantir, mais Madame Parly a parfaitement résumé.
Moi, ce que je veux juste vous dire, c'est qu'un avion, c'est un développement de 25 années. On a perdu 10 ans et ce projet qui a duré pendant 10 ans a coûté plusieurs milliards d'euros. 10 ans de perdus, plusieurs milliards d'euros engloutis dans un projet qui n'aboutit pas. Et que le droit est au centre de tout et que comme notre thématique c'est guerre et paix, il faut s'armer, cher Emmanuel. Oui, alors puisque je m'imagine que c'est le message de conclusion, chacun d'entre nous, pour ma part, effectivement, je voudrais avoir un petit mot pour les dirigeants d'entreprise qui sont dans cette salle. Quelle que soit la taille de son entité aujourd'hui, il est vrai que toute activité, et particulièrement quand on fait de l'export, vous l'avez compris, on est soumis à de très nombreuses règles qui nécessitent d'être accompagné. Donc le message, c'est le message qu'on porte. Moi, je suis président du GIFAS dans sa dimension, le groupement industriel des industries aérospatiales françaises, en matière d'éthique. On fait régulièrement des formations auprès de nos PME pour leur rappeler effectivement l'importance de, si elles n'ont pas la capacité d'acquérir cette compétence à travers un directeur juridique, de se faire accompagner. C'est très important. On ne se lance plus, comme c'était il y a 20 ans, dans l'export sans un accompagnement compte tenu des enjeux. Le deuxième message, c'est que l'évolution aujourd'hui, c'est l'ancien procureur qui parle, elle est à niveau dans la recherche de la responsabilité personnelle du dirigeant. J'en veux pour preuve la condamnation récente de l'ancien PDG de Lafarge. Compte tenu, quelles que soient les convictions qu'on peut avoir sur ce dossier, ce qui reste néanmoins, c'est qu'on considère qu'il ne pouvait ignorer. On est rentré dans le monde où on considère que les dirigeants d'entreprise doivent être en posture de vigilance. Et dès qu'ils ont une information, même des signaux de faible intensité, ils doivent mettre en œuvre un plan de réaction. Et donc cette condamnation que je trouve pour ma part extrêmement forte, qui est d'un niveau d'un trafiquant de drogue, 6 ans d'emprisonnement à l'audience avec un mandat de dépôt, on ne fait pas mieux en matière de stupéfiants, qui est extrêmement choquant, elle montre un changement. Elle montre un changement, c'est la volonté aujourd'hui d'aller chercher non plus seulement l'entreprise, mais également la personne du dirigeant. Merci Emmanuel. Frédéric. On rentre dans un monde, on est dans un monde depuis plusieurs années maintenant qui est extrêmement violent en termes de guerre économique. Les Américains ne se laissent pas faire, ne se laissent pas dépouiller de la place de numéro 1 par les Chinois de manière facile. Ça va durer. Les dirigeants d'entreprise sont de plus en plus exposés. Les États se sont armés. Aux États-Unis, depuis très longtemps, vous avez l'Advocacy Council qui coordonne toutes les entreprises et tous les services de l'État au service de leurs propres entreprises. Les Chinois font exactement la même chose. Les Italiens commencent à le faire, etc. On a besoin d'un électrochoc en France pour passer de l'État actuel à un état de coopération complète entre les services de l'État et les entreprises publiques et privées. Et ça, il faut qu'on en prenne conscience très très rapidement parce que sinon on va continuer à ne pas jouer à armes égales sur les marchés internationaux. Et donc ça, je le vois de plus en plus. Les ETI sont moyennement soutenus. Les ETI sont, nous, dans notre rapport qu'on a fait pour la DGA, quand on s'appelle Dassault, évidemment qu'on est soutenu. Quand on s'appelle Naval Group, évidemment qu'on est soutenu. Mais quand on est l'ETI de Toulouse, on n'est peut-être pas forcément soutenu de la même manière. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que certains autres pays soutiennent toute la chaîne de valeur, en mettant en musique les services, évidemment, du ministère des Affaires étrangères, du département de commerce, du département de la justice. Là, c'est un grand tabou en France et de manière générale en Europe. On n'ose pas utiliser le droit comme arme de guerre économique, alors qu'on a des pays de notre côté qui l'utilisent, mais de manière quotidienne. Donc à un moment, il va falloir aussi former tout ce beau monde. Déjà former les politiques, former les magistrats, changer de posture. Changer de posture complètement. Voilà, votre cabinet Icarian qui accompagne les entreprises, et je note aussi que vous êtes dans le stockage d'énergie, vous transformez l'énergie électrique en énergie thermique avec Storabel. Merci Frédéric d'avoir été avec nous. Florence, Madame la Ministre, un mot de conclusion, peut-être prendre de la hauteur pour terminer ce débat. Si on considère que le monde est de plus en plus dangereux, et je crois qu'on peut dire qu'il est de plus en plus dangereux,
Alors je pense qu'un certain nombre de réflexes, d'outils, d'instruments qui ont été développés depuis des années par les différents ministères des armées, français mais aussi d'autres, pour essayer de préserver la souveraineté, parce que finalement c'est leur mission, assurer la sécurité des États et des populations. Bon. Il faut aussi commencer de se dire que ce qui vaut dans le monde militaire doit aussi être répliqué intelligemment au monde civil. Parce que si on croit qu'il n'y a pas la guerre, alors là on est fichu. Parce que la guerre, nous l'avons tous les jours dans nos entreprises. La guerre est hybride. Elle est dans les multiples attaques. Qui peut dire dans son entreprise qu'il n'a pas vécu une cyberattaque? Personne. Ou alors c'est que soit vous ne dites pas la vérité, soit que vous n'êtes pas au courant. Bon. Et dans l'un ou l'autre cas, c'est un problème. Bon. Donc nous avons une guerre qui ne se voit pas. Il ne s'agit pas de recevoir des bombes sur la tête, et tant mieux. Mais la guerre est quand même au cœur de l'Union européenne. Il ne faut pas penser qu'elle est aux portes de l'Europe avec l'Ukraine. Elle est au cœur de l'Union européenne. Et la désinformation, qui fait rage, en particulier au moment des élections, et l'année 2027 va être une année redoutable pour les démocraties en Europe. Tout ça, c'est une forme de guerre. Donc, face à une forme de guerre, qui n'est pas encore la guerre dite de haute intensité, j'espère qu'on ne l'aura jamais, nécessite de s'y préparer. Et pour s'y préparer, il faut des armes. Ce n'est pas forcément des armes au sens létal du terme, ce sont des armes, y compris sur le plan juridique, des outils, etc., etc. Et puis au bout du bout, c'est la résilience de la nation. C'est ce que nous montrent les Ukrainiens. Et la résilience de la nation, c'est tout le monde. C'est-à-dire, c'est chacun d'entre nous, en tant qu'individu. Ce sont évidemment nos gouvernements, mais c'est aussi les entreprises. Parce que si les entreprises ne contribuent pas à cette résilience de la nation, vous pouvez être certain que nos infrastructures, nos hôpitaux, nos réseaux d'énergie, etc., ne permettront pas à notre nation de faire face à une menace. La menace, elle est là, elle est croissante, donc maintenant, il faut ouvrir les yeux. Soyons lucides, malins et solidaires. Voilà, tout est dit. Merci beaucoup. Merci à tous les trois, Florence Parly, Emmanuel Dupiquet et Frédéric Pierucci. Merci.